Le 17 avril 1931 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film américain Les Lumières de la ville, City Lights, texte intégral. On sait l'accueil pour le moins réservé qu'ont fait aux Lumières de la ville nos confrères de la presse et les invités des deux galas. Conséquence fâcheuse, mais inévitable, et pour tout dire méritée, d'une campagne de publicité sur les excès de laquelle nous n'avons pas à revenir. Notre éminent voisin, M. André Villeneuve, que personne ne soupçonnera de fanatisme cinématographique, a écrit à propos de cette parade européenne exactement ce qu'il fallait en écrire, avec un esprit et une modération dont il était seul capable, sourit de quelques manifestations outrancières, aussi bien contre que pour Charlot, en affirmant que l'art du mime n'était pas engagé dans cette aventure. Mais la sage philosophie de M. André Villeneuve n'est pas monnaie courante, et si l'on a prêté à Charlie Chaplin 1000 propos dont l'absurdité jure avec son masque railleur, si on l'a vu tâter le gravier du palais d'Orsay avec la canne hésitante qui sondait les glaces de la ruée vers l'or, il est tout de même difficile d'en faire un martyr du lucre américain. Il a été probablement intimidé, accablé, exaspéré par ses ovations, ses réceptions, ses accueils aux portes des gares, qui ressemblèrent à des scènes de lynchage. Personne ne nous fera croire qu'il n'aurait pu s'y soustraire. On ne lui reproche certes pas d'être un commerçant avisé, et même, prétendent certains, difficile. Mais justement, que n'a-t-il pris garde aux innombrables échos, résumés, reportages qui ont défloré son film en le décrivant, le chantant, le morcelant en photographie, et cela des semaines à l'avance. Ces fameuses City Lights, enfin révélées, la presse, si enthousiaste pour célébrer un film qu'elle ne connaissait pas, s'est montrée un peu chiche de commentaires. On dirait d'une fête longuement préparée et brutalement compromise par quelques catastrophes. Nous ne croyons pas que cette déception mal scellée soit absolument gratuite. S'il en était ainsi, aurait-on lu autant de ces filets perfides qui se glissent un peu partout depuis une dizaine de jours? Soulignerait-on avec autant de complaisance les impairs qu'aurait commis Charlot dans la haute société? Compterait-on avec une telle précision la foule de 500 personnes qui se massa sous l'hôtel Crillon? On ne soupçonnait pas dans l'honorable corporation du cinéma un semblable culte pour l'absolue vérité et la plus stricte élégance. On est tout prêt à y croire. Mais pourquoi faut-il constater d'abord que Charlie Chaplin a donné un croc-en-jambe à la corporation et que seul M. Léon Volterra a pu décrocher pour un théâtre l'enviable et coûteuse exclusivité? Un nouveau Charlot échappant aux raies de la distribution cinématographique, voilà qui peut expliquer bien des désillusions. D'autre part, on n'ignorait point que le film répudiait la parole, mais jusqu'au dernier moment, beaucoup avaient sans aucun doute espéré que les Lumières de la ville ne seraient pas aussi rigoureusement, désespérément muettes. On imagine les réflexions de certains dirigeants, caractérisés par leur audace et l'ampleur de leur vue. Ouvrez les guillemets. Un film muet et qui triompherait. Mais alors, et le parler? Tous les artistes ravis aux planches, tout le matériel réuni, tous les capitaux engagés. Fermez les guillemets. Nous n'affirmons rien, mais nous pensons que chacun peut se livrer à ses menues observations. Ce qui est plus sûr, c'est que nous sommes allés 2 fois à Marigny cette semaine, aux heures les plus creuses, et qu'après ces galas si tièdes, la salle était comble, vibrant et applaudissant, ni plus ni moins qu'aux gosses, qu'au cirque et qu'à la ruée vers l'or. Il nous semble parfaitement inutile de résumer une fois de plus les Lumières de la ville, d'en démontrer les trouvailles comiques pour lesquelles la surprise devrait être indispensable. Disons pour mémoire que Charlot a fait la connaissance d'une petite marchande de fleurs aveugle en même temps qu'il sauvait un millionnaire prêt à se suicider. Les générosités intermittentes de ce millionnaire, qui ne le reconnaît qu'après boire, permettent au vagabond de jouer lui-même, près de la petite aveugle, un rôle relativement fastueux et de lui offrir des soins qui la guériront. Cet équipé jette à la fin Charlot dans les bras des policiers qui n'y comprennent rien et trouvent plus prudent de le faire condamner. Lorsqu'il sort de prison, tout à fait misérable et ridicule, il rencontre la petite marchande de fleurs, elle reconnaît son ami, mais aussi elle le voit. Il est certain que les Lumières de la ville marquent un point critique dans la carrière de Charlie Chaplin. Le voici parvenu à cet instant de la maturité et du succès où les meilleurs, en ce siècle, déclinent et se répètent.
tournant d'autant plus dangereux qu'il coïncide avec un bouleversement assez important de la technique de son art. On sait sans doute exagérer l'importance de la découverte du cinéma sonore, mais on comprend fort bien qu'elle est troublée Charlie Chaplin. On ne saurait assez rendre hommage à cette conscience, ce dédain des solutions faciles, rares aujourd'hui dans tous les domaines, unique dans le sien, qui lui a coûté, pour les Lumières de la Ville, 3 années d'efforts. Qu'on ne l'oublie surtout pas en voyant ce film, pour s'étonner au passage qu'il ait pu conserver cette grâce, cette fraîcheur, comme disent les peintres. Il n'en est pas moins vrai que durant ces longs mois, Chaplin a tâtonné, raturé, désespéré. Il sort vainqueur de cette pénible élaboration, mais déjà le problème se pose. Comment fera-t-il son prochain film ? Nous ne pouvons lui adresser que cette supplique que Chaplin nous garde à jamais d'un charlot tolstoïsant, humanitaire et apostolique. Les exégèses littéraires de ces films, qui ne manquent pas, n'ont cessé de l'engager en tirant de ces images les plus fantaisistes conjectures à s'éloigner de la vie pour pénétrer dans une vulgaire et larmoyante idéologie. N'a-t-on pas écrit que Charlot avait reçu la mission de nous rendre meilleurs ? Si raffiné qu'il soit, le mime, au bout d'une année d'Europe, serait perdu. Mais par bonheur, Charlie Chaplin est loin, il ne répond jamais, il ne parle jamais, il conserve son secret sentimental et peut-être physique que l'on devine à la base de son œuvre sans pouvoir le définir. Ce silence rend d'autant plus inutile et fréquemment ridicule les strophes de ces turiféraires. L'atmosphère laborieuse et un peu brutale d'Hollywood lui est infiniment plus saine que les cénacles du vieux continent. Notre ami Gélas remarquait fort bien la semaine dernière comment Chaplin détestait l'Amérique avec laquelle il n'a aucune affinité. L'Amérique l'a verrouillé dans un monde de fer, bienheureuse contrainte, qui prête à tous les désirs de cet exilé la poésie des chimères. Après les scandales du Pèlerin, Chaplin eut l'intention de venir travailler en France ou en Angleterre. Il a bien fait d'y renoncer. Rien ne lui serait plus fatal que de conquérir cette dangereuse liberté. C'est une véritable satisfaction que de ne trouver, dans les Lumières de la Ville, aucun hiatus, aucune rupture visible avec le style et l'esprit des œuvres antérieures, alors que l'on s'attendait presque au prélude de ce spectacle assez pénible du clown qui se leurre sur son rôle, qui, parce qu'il a su mettre des accents profonds sous ses grimaces, ne songe plus qu'à étaler son cœur. Charlie Chaplin nous donne une œuvre assez douloureuse, mais pudique, pour ainsi dire impondérable. Dans cette évolution vers le drame fatal, chez un pitre, qui est aussi un observateur sans optimisme, Charlie Chaplin a su conserver toute sa réserve et les traits essentiels de son personnage. Il a bien le droit de nous raconter l'histoire d'un amour fort mélancolique. Ce qui est capital, c'est qu'il ne la grève d'aucun attribut symbolique et qu'il reçoive des seaux d'eau pendant qu'il admire en cachette la petite marchande, cela non point seulement pour nous faire rire, mais parce qu'il a horreur d'être surpris dans cette muette contemplation. Charlot nourrit peu d'illusions sur son cas. Si la marchande reste aveugle, il aura bien de la peine à jouer longtemps ce rôle de protecteur généreux. Si elle guérit, elle verra les croquenots et les pantalons grotesques de son beau millionnaire. Il risque sa chance, tout se met contre lui. Quand il rencontre la chère petite marchande, guérie et heureuse par ses soins, il sort de prison. Il n'a jamais été plus pourchassé, plus loqueteux, une pitoyable épave. La transformation est saisissante, presque lugubre. Pourtant, tout s'achève dans un sourire, poignant mais à peine mouillé, un imperceptible haussement d'épaule. C'est d'une exquise délicatesse. On ignore ce qui suivra, mais en somme, Charlot n'est-il pas payé par cet instant au-delà de ses espérances ? Il demeure encore fidèle à cette loi de son genre qui équilibre le comique par l'émotion. Mais s'il nous offre demain une tragédie, nous sommes sûrs que ce ne sera jamais un mélodrame. On a fort peu parlé du style, de la contexture du film, hypnotisé que l'on est par sa signification. On a pu lire, sous une plume autorisée, ouvrez les guillemets, « Les Lumières de la Ville n'apportent aucune révélation technique », fermez les guillemets. Mais Charlie Chaplin s'en est-il jamais inquiété ? Dans la transformation que subit actuellement le cinéma, on prête trop d'attention aux enrichissements matériels, aux trucs de studio. C'est l'œuvre des bons ouvriers, des inventeurs, ingrate parce qu'elle est vouée à l'oubli.
Nous n'entendons point par là que le vrai cinéaste doive renoncer aux ressources plastiques ou poétiques de la mise en scène. Nous avons souvent dit ici notre prédilection pour l'art d'un Sternberg, tout en recherche d'ambiance, en accumulation de détails, qui seraient odieuses sans doute sur les planches, mais trouvent parfaitement leur place et leur rôle à l'écran. Charlie Chaplin seul a su s'en passer. Ce n'est plus une simple différence de métier, mais indéniablement la marque d'une esthétique plus pure, plus spirituelle, plus proche d'un idéal classique. On ne saurait parler de la mise en scène d'un Charlot, parce qu'elle est invisible. Décor et figuration, toujours de la plus grande vérité, ne sont qu'une toile de fond, jamais poussée au-delà de l'indispensable, et qui ferait paraître grossiers les tableaux des damnés de l'océan ou de l'Ange bleu. Les vrais progrès du cinéma, ce sont ceux qu'il réalise dans l'expression des sentiments et des pensées de l'homme. Les uns s'y sont efforcés en se servant des objets pour préciser les états de conscience de l'acteur. Charlie Chaplin, méprisant ces subterfuges, n'a cessé d'accroître les possibilités psychologiques de la pantomime. Il est indispensable de le rappeler à ceux qui risqueraient de trouver aux lumières de la ville une apparence archaïque. Pour nous, nous n'hésitons pas à l'affirmer, le dernier sourire de Charlot nous paraît plus profond, plus neuf qu'un long discours, pendant lequel le geste, seule raison d'existence du cinéma, reste figé, ou pauvre, court, sans but. S'il nous fallait classer dans l'œuvre de Chaplin sa dernière production, nous serions par contre beaucoup plus circonspects. Nous avons dit ce que nous pensions de son esprit, le résultat se juge moins facilement. Le film, comme le remarquait hier notre confrère Jean Fayard, est une suite de numéros, tous comiques, sauf le dernier, ayant leur composition et leur rythme propre. On les isolerait assez facilement pour obtenir des Charlots de court-métrage. Charlot mondain, Charlot s'enivre, Charlot cantonnier, Charlot millionnaire et Charlot boxeur, ce dernier reprenant et variant le thème d'une des premières bandes de l'artiste. La comparaison avec une telle série fameuse, comme la série Essani, Charlot machiniste, Charlot s'évade, etc., vieille de 13 ans, vient naturellement à l'esprit. Il n'est pas besoin d'énumérer les perfectionnements dont bénéficie la nouvelle suite. Entre les deux Charlot boxeurs, il y a toute la différence d'un primitif à un classique, de l'improvisation à l'ouvrage poli, mesuré, calculé. On ne discutera pas davantage le choix des trouvailles. Selon que l'on est plus ou moins averti, on goûtera mieux l'un ou l'autre de ces effets. Personnellement, nous connaissions si bien par avance la scène de la statue, qui blague pourtant si joyeusement les poncifs de la paix et de la prospérité, que nous avons assez mal jugé son efficacité, tandis que nous nous esclaffions au numéro plus imprévu du sifflet. Dans l'ensemble, on ne saurait assez admirer l'économie des moyens. La ruée vers l'or, le cirque, nécessitait d'innombrables accessoires, une ménagerie, une hutte oscillant sur le bord de l'abîme, etc. Dans les lumières de la ville, Chaplin prend, dirait-on, ce qui lui tombe sous la main, une automobile, un cigare, un chou-fleur. Cependant, à force de sobriété, chaque tableau finit par devenir trop élusif. Ils ne s'achèvent pas, ils font dans un soudain décrescendo. Il ne serait point impossible de dire que l'on connut auparavant à Chaplin plus de verve, de vigueur et de décision. Les lumières de la ville, œuvre délicate et réticente, conçue dans l'inquiétude, n'ont pas la richesse, le poids, la carrure du cirque et surtout de la ruée vers l'or. Mais personne ne songera à nier leur charme, ni à y voir les signes d'une défaillance. Au surplus, jamais Chaplin n'eut partenaire plus intelligent. S'il n'était éclipsé par une pareille vedette, que n'écrirait-on pas sur Harry Myers, l'extraordinaire Pochard, Hanckman, le boxeur implacable, et cette délicieuse Virginia Cheryl, qui mêle à ces images comme un souvenir des poèmes et des aventures de Thomas de Quincy.